Cohen. Et merci à toutes et à tous d'être avec nous. Bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, chanteur, acteur révélé dans le rôle d'Adrián Muñoz dans la série télévisée Clem sur TF1. Agustín Galeana est avec nous aujourd'hui pour son nouvel album Enamorado. Un échange suivi de mon coup de cœur à 16h05, l'humoriste Kevin Fall. L'occasion comme toujours de découvrir nos invités en direct sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Agustín Galeana. Bonjour, comment ça va? Eh bien écoutez, moi ça va, mais alors je crois qu'aujourd'hui on va inverser les rôles parce que c'est vous qui sentez mon émotion et pas l'inverse. En règle générale, c'est moi qui ai ce rôle. Merci beaucoup vraiment d'être notre invité aujourd'hui. Vous êtes arrivé et le soleil est là. En tout cas, voilà, je vous ai dit, cette voix chaleureuse que l'on entend fait très plaisir. Et Merci alors beaucoup. on en a besoin aujourd'hui. On va découvrir votre actualité, mais aussi on va tenter dans cette émission, puisque c'est l'ADN, de découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Et pour ce faire, j'aimerais vous demander de vous décrire en 3 mots. Vous diriez lesquels? Waouh. Ah, vous C'est n'étiez pas difficile, hein. prévenu. Ah non, on ne m'avait pas prévenu de ça. Hein. Oui. Je pense que je suis enfant, travailleur et gentil. Et gentil. Eh bien, on va voir si ça colle avec votre personnalité tout au long de cette On émission. verra. Le début, toujours le début. Agustín Galeana, vous êtes né un 7 juillet à Villajoyosa, une commune de la province d'Alicante en Espagne. Avec le recul de la vie aujourd'hui, quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi? En fait, j'ai eu une enfance assez joyeuse, mais assez triste aussi. Ça a été les deux. Parce que j'ai eu la chance de vivre dans une famille où la joie de vivre, elle est très présente tout le temps. Mais j'ai eu le malheur de vivre, moi, comme ça. J'ai vécu très mal la séparation de mes parents. Donc, j'étais un enfant très joyeux qui voulait pas donner des problèmes à la maison parce qu'il y en avait déjà assez. Et j'étais très obéissant, j'étais très sensible, j'étais très... parfois aussi vulnérable. J'étais déjà un petit artiste. J'adorais dessiner, j'adorais danser, j'adorais la musique, j'adorais faire des pièces de théâtre, aller spectacles de fin d'année. J'étais un enfant très inquiet. Il y avait la danse au début. Vous allez vous diriger vers la chanson plus tard. On en parlera dans un instant. Mais j'aimerais évoquer une chanson importante pour vous, je crois. Carmina, j'avais promis de ne pas pleurer. Pardon, je t'ai menti, je crois. Alors Carmina, c'est votre grand-mère. C'est une des premières chansons que l'on va découvrir. Dans quelle mesure Carmina a été importante pour vous, petit, j'imagine? Oui, ma grand-mère, elle a été très importante pour moi. C'est une des femmes les plus importantes pour moi. C'est elle qui m'a donné le goût pour le cinéma, pour la musique. C'est elle qui me recevait après l'école et qui m'a donné le goûter. C'est elle qui... En fait, la relation avec dans mon cas, avec ma grand-mère, elle a été très, très, très proche. On habitait toute la famille dans le même bâtiment. Donc, je pense que depuis mes 6 ans, ma grand-mère, elle a jamais passé une nuit toute seule. Soit mon frère, soit moi. On tournait tous les deux pour dormir un soir chacun chez elle. Ça vous fait un point commun avec un invité qu'on a reçu la semaine dernière qui s'appelle Robert Martin, qui est policier et guérisseur en parallèle. Et donc c'est juste le petit aparté avec vous. Et c'est incroyable parce que en fait, moi je sais pas si tu sais ce que c'est un enfant arc-en-ciel. Ah. Un enfant arc-en-ciel, c'est l'enfant qui naît après le décès d'un bébé. Et ça a été mon cas. Et j'étais le bonheur de la famille quand je suis arrivé. J'ai guéri cette blessure, mais juste quelques mois après, mon grand-père, le mari de ma grand-mère Carmina, il est décédé aussi. Et du coup, ma grand-mère, elle s'est penchée sur moi. C'est ça. Et c'est une relation qu'on a entretenue toujours, tu vois. C'est-à-dire, j'étais là pour elle, mais après, elle a été là pour moi et elle a été ma... C'est très bizarre parce que ça a été un échange aussi des rôles. Ouais. Tu vois?
Ma grand-mère, elle adorait voyager. Et moi, j'étais celui de la famille de ses 4 petits-enfants. C'était moi qui l'accompagnais toujours. Agustín, dans votre premier album sorti en Espagne il y a 14 ans, s'intitule Le Secret. Il s'intitule Le Secret de ma mère. Ce secret, est-ce que quelque part c'est ce bébé? Sûrement. Le secret de ma mère, c'est le secret de toutes les mamans. C'est les secrets de l'amour. C'est comment on fait pour aimer les autres. Et pour se relever. Et pour se relever aussi, évidemment. Il y a donc 2 femmes importantes qui vont vous faire chanter dans votre vie, votre mère et votre grand-mère, et peut-être dans tous les sens du terme, mais c'est une manière d'en sourire. Vous allez vous orienter, alors on l'entend bien, tout petit déjà, avec des premiers pas d'artiste, et d'abord vers la danse. Comment vous allez vous former? En fait, c'est une question. En fait, je me suis formé, mais très, très, très tard. Ça a été à mes 14 ans que j'ai voulu devenir danseur. Mais mes parents, ils ne me l'ont pas interdit. Mais ils voyaient ça comme un jeu, ils voyaient ça comme un métier. Il faut comprendre que je viens d'une famille, la famille de mon papa et la famille de ma maman. C'était des familles très humbles. C'était une famille de pêcheurs, une famille de commerçants. Ses parents, mes grands-pères, ils voulaient que mes parents aient des études universitaires. Et j'imagine que mes parents, ils voulaient la même chose pour moi. Ouais. Parce que ça, c'était très difficile à l'époque. Et surtout dans un petit village. Et du coup, un métier artistique, ça faisait peur dans la famille parce qu'il y avait personne qui avait fait ça. Et c'était pas très rassurant. Donc, on m'a pas interdit, on m'a conseillé, on m'a obligé. Non, mais on m'a demandé de continuer mes études jusqu'à mes 18 ans. Et à mes 18 ans, j'ai commencé à faire de la danse. Et j'ai essayé de faire de la danse classique, mais c'était trop tard. Vous avez quand même fait partie du ballet classique de Valence. Voilà, oui, ça se dit. Oui, mais voilà, quand même. Brièvement, mais c'est grâce à cela que cette audition vous a mené à Madrid. Oui, c'est vrai. Et donc que tout s'est enchaîné parce que vous avez commencé à vous intéresser au métier d'acteur. Vous avez pris des cours d'art dramatique pendant longtemps également. Tout à fait. J'ai fait 5 écoles d'interprétation. C'est ça, 10 ans à peu près de formation. On peut considérer que c'est... Plus ou moins, oui. Plus ou moins, oui. Une bonne dizaine d'années. Et vous décidez de combiner tous vos talents, finalement, puisque tout s'imbrique, entre danse, théâtre, cinéma, court-métrage et séries en Espagne. Tout d'abord, on va vous voir dans des spectacles de danse, Casse-Noisette. Tout à fait. Avec le ballet classique de Valence. Vous voyez, quand même, il y a quelque chose. C'est beaucoup. Comment? C'est beaucoup. Comme ça que ça s'appelle? Il paraît c'est beaucoup, c'était une pièce de danse théâtre que c'était la première chose presque que j'ai fait à Madrid avec des copains de l'école, à l'école d'interprétation. Et c'est vrai que là, j'ai eu la chance de pouvoir danser avec des collègues et ça a été un moment très fort dans ma carrière. Il y a aussi Quiero tenerte cerquita, c'est comme ça que ça se prononce, qui a eu un prix national. Et dès le début de votre formation d'acteur, à 20 ans, Agustín, vous êtes déjà sur scène dans une version de Roméo et Juliette de Shakespeare, Tres Nobles Amigos au Teatro Pradillo. C'est une participation qui va lancer votre carrière, vous diriez? C'est une participation et en fait c'est la rencontre avec les textes de Shakespeare qui m'a donné l'envie aussi de faire du théâtre, de devenir comédien, parce que j'avais rentré dans cette compagnie que pour faire une petite partie de danse. Et tout d'un coup, le fait d'entendre les paroles de Shakespeare et cet amour pour les vers, pour les alexandrins, ça m'a donné très envie de devenir comédien. C'est ce que je fais juste derrière, après. Et oui, l'année suivante, il y a le réalisateur et scénariste espagnol Jem Chavarri qui vous donne le rôle d'un des comédiens d'une compagnie de théâtre dans la pièce Tras ensayar à Hamlet. À 22 ans, vous donnez la première de 3 pièces destinées aux enfants. Et puis vous faites vos premiers pas à la télévision dans près d'une dizaine de séries espagnoles, notamment celle-ci. Undo Stress, qui a cartonné en France et qui concentrait finalement parfaitement vos centres d'intérêt. La danse. Sauf que, figure-toi que dans cette série, je dansais pas.
Mais c'est ça qui est complètement dingue, c'est Oui. que vous y restez combien de temps? Il y a un épisode. Oui, c'est très court. En fait, c'est une participation parce que, en même temps, je faisais une série avec un rôle principal, justement dans la chaîne concurrente, et je pouvais pas rester beaucoup dans la série. Mais ça a été très intéressant parce que ça m'a permis de rencontrer tous les castings de Un, Dos, Tres. Vous rencontrez donc ce casting, vous enchaînez avec une dizaine de séries. Vous êtes ensuite repéré et engagé pour le cinéma avec le film espagnol 20 cm par le réalisateur Ramón Salazar. Et c'est un film qui est sorti en 2005, mais qui est quand même très très actuel. Oui, très actuel. Je trouve qu'il était extrêmement précurseur parce que c'est un film sur la transidentité. Tout à fait. C'était pas moi. Non, C'était pas moi le rôle absolument pas. Mais principal. j'ai observé un regard sur votre carrière, Agustín, c'est qu'il y a quand même des éléments assez précurseurs, puisque par la suite, vous êtes découvert au cinéma en France, aux côtés de Gérard Jugnot dans le film Rose et Noir. Sorti... C'est drôle parce que j'étais même pas arrivé en France, c'était en 2006. On a tourné ça à Séville. Ouais. Et ça a été incroyable parce que j'étais choisi en Espagne et sans vouloir ça. Il y a eu comme un appel à la France. Oui, il y avait déjà un appel à la France. Le sentiment d'avoir senti dans votre parcours. Parce que vous étiez très bien en Espagne en réalité. Votre carrière était lancée. Bah évidemment. Et là, ce film-là, on vient vous chercher, donc film réalisé par Gérard Jugnot. Un film très actuel qui évoque les guerres de religion. On est au XVIe siècle, sous un angle très actuel. J'ai quand même envie qu'on écoute la bande-annonce parce que je n'ai pas vu ce film, pour être tout à fait franche, mais j'ai très envie de le voir. C'est très drôle parce que c'est à l'époque de l'Inquisition où il y a toute la cour française qui arrive avec les perruques, avec tous ces costumes, avec plein de couleurs. Et ils arrivent en Espagne, et en Espagne, on était dans le noir. C'était l'Inquisition, c'était terrible ce qui s'est passé. Et du coup, c'était la confrontation des deux cultures. Et ben, on va l'écouter. Tu fardes de ton visage comme une femelle, tu ne manges pas de cochon. Je peux savoir ce qui se passe avec Myosotis? Tu savais qu'il était juif? Vous et toute votre suite représentez tout ce que je déteste le plus au monde. Vous voyez le mal partout. C'est parce que le mal est partout. Ah non, je vais rentrer chez moi. J'en peux plus de ce pays. Ces deux hérétiques ont été surpris la nuit dernière. On s'embrassait gentiment. Tu crois qu'ils m'ont brûlé? Mais non. Au nom de Dieu, vous ne faites qu'envoyer des hommes et des femmes à la mort. Sous prétexte qu'ils sont différents. Sous prétexte qu'ils n'ont pas les mêmes idées que vous. Mais nom de Dieu, qu'on admette que chacun puisse penser librement. Voilà, vous tournez ce film, vous n'avez même pas 30 ans. Je crois savoir, Agustín, ce film date d'il y a 15 ans aujourd'hui. Il résonne encore à l'heure où l'on se parle. Et comme disait notre invité hier, Haruna Lipschitz, en pleine apocalypse. Et c'est incroyable que ça se passe en Espagne à ces moments-là. Parce que quelques centaines d'années avant, les trois religions, elles vivaient ensemble. En Al-Andalouse, tu vois. Et c'est incroyable comment ça se transforme en haine par rapport aux gens qui sont différents. C'est terrible. Et c'est ça. Et c'est tout l'art de ce film-là qu'il faut absolument découvrir, parce que je pense qu'on pourrait en retirer beaucoup de choses avec ce sourire qu'apporte tout de même Gérard Jugnot. Donc je le disais, des films un peu précurseurs, et 4 ans après ce film, vous décidez de vous installer à Paris, de tenter votre chance, vous apprenez le français. Est-ce que cette période de votre vie a été dure pour vous? C'était très difficile. En fait, de 2012 que j'y suis arrivé en France, 4 ans avant, 2008-2012, ça a été très compliqué pour moi. Parce que il y avait la crise économique qui était arrivée en Espagne. Ça a été un coup très dur pour tous les métiers artistiques. Et notamment pour les comédiens qu'on était entre deux eaux. Tu vois qu'on n'était pas très connus, mais on n'était pas inconnus non plus. Et du coup, ça a été très compliqué. J'ai fait... ça arrive. Parfois, les artistes ont fait des mauvais choix, ont fait des mauvais changements, et j'ai fait un mauvais choix d'agent, et voilà. Et tout s'est écroulé. Et sauf que ça m'a permis aussi de devenir moteur et de me rendre compte que moi, je pouvais aussi déclencher, être le moteur pour créer des projets. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier album, mon deuxième album. J'ai produit des pièces de théâtre, j'ai participé à plusieurs films d'auteur, et ça m'a permis aussi de prendre une expérience que, après, quand je suis arrivé en France, ça m'a beaucoup aidé. Mais surtout, je sais pas comment, dans quel coin de ma tête,
et avec quelle force et avec quel courage j'ai décidé de quitter mon pays et de partir et de venir dans un pays où je ne connaissais pas la langue, où je ne connaissais personne. C'était un choix très, très bizarre. Est-ce que vous avez été guidé, vous avez été sollicité, ou est-ce que vous vous êtes dit, ce moment donné en Espagne est charnière pour moi, il est compliqué, j'ai eu une main tendue en France et il y a peut-être une place à prendre? Non, parce que je pensais qu'en arrivant en France, j'allais jamais travailler comme comédien. Je parlais pas un mot de français. Donc c'était très compliqué d'arriver et de dire voilà, il y a les Français qui vont se rendre à mes pieds, mais pas du tout. Pour moi, tout était perdu. Moi, je voulais arriver en France et trouver un travail, n'importe quel travail, pour pouvoir continuer à survivre. Parce que je suis arrivé avec une valise avec plein d'espoir, mais plein d'espoir de vie pour survivre. Et 1000 balles. C'est tout ce que j'avais. Et un très bon ami qui m'a logé, qui m'a tendu la main quand je suis arrivé. Comment ça s'est débloqué alors pour vous, Agustín? Écoute, j'étais très mal dans ma peau à ces moments-là. Parce que j'avais pas beaucoup d'argent, il y avait des soucis dans ma famille, ma mère elle avait été malade, la famille se comprenait pas trop bien, j'avais pas de travail, le fait de pas avoir de l'argent, ça te permettait pas de faire des choses, donc tu sors à chaque fois un peu moins, il y a la crise économique, tout était un vrai bordel. Et je décide de venir en France parce que je pense que les Français et la France, il y avait quelque chose avec laquelle j'ai fantasmé parce que mon papa, il était prof de français, même s'il a jamais parlé un mot de français à la maison. Et j'avais ça dans quelque part dans mon inconscient. Et j'ai choisi la France comme ça. Et je me suis dit, je vais trouver un boulot là-bas. Et j'ai tombé dans un boulot dans une boutique, après dans un restaurant. Et finalement, j'ai trouvé un travail qui m'a permis de me retrouver avec moi-même. Et c'était les visites guidées à Paris. C'est vrai? Oui. J'ai fait des visites guidées à Paris pendant 2 ans et demi. Magnifique. Et donc, du coup... J'ai appris l'histoire de la France, j'ai pris l'histoire de la France, l'histoire de Paris, l'histoire de chaque quartier, l'histoire de Versailles, où je pense que j'ai fait plus de 3000 visites guidées en 2 ans et demi. Vous savez, je pense que même les Français qui nous écoutent n'ont pas fait le quart de ce que vous êtes en train de nous raconter. Donc, il y a cette ouverture. Du coup, j'imagine que ces visites guidées, c'est pour des Espagnols. Donc, du coup, en même temps, vous apprenez français, espagnol, vous essayez. J'essaie de ne pas voir beaucoup d'Espagnols à côté de ces visites guidées qui me prenaient pas beaucoup. Ils me prenaient 3-4 heures par jour. Et le reste du temps, j'entendais la radio, j'allais au cinéma pour voir des films sous-titrés, beaucoup de chansons, beaucoup de musique française pour habituer mon oreille aux sonorités françaises. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai beaucoup de textes aussi parce que, mine de rien, tous les artistes, on perd jamais l'espoir. Et même si je savais que c'était mort de chez mort pour moi, pour trouver un travail de comédien, j'essayais de travailler, d'améliorer mon français, de prendre des cours, tu vois. Mais c'est le métier de guide touristique qui m'a permis de me retrouver à moi-même et surtout que j'étais en train de raconter l'histoire d'un pays merveilleux face à des Espagnols. J'ai maquillé un peu l'histoire, évidemment, tu vois. Mais j'avais mon public tous les jours dans un décor magnifique. Et ça m'a fait tellement de bien que ça m'a fait... Vraiment, ça m'a fait me mettre bien dans ma peau. Ça m'a renouvelé. Je me suis recyclé. Je me suis réinventé. Et c'est grâce à Paris, c'est grâce à la France. C'est très beau ce que vous nous racontez. Oui, merci beaucoup. Et alors? C'est la vérité. C'est comme je l'ai vécu. Hein. En fait, tu refais les passés et c'est comme ça que je vois que l'histoire, elle a été écrite dans ma vie. Et je pense que c'est beau. Oui, vous avez raison. Pourquoi Agustín, pas le dire? Honnêtement, ce que vous nous racontez, c'est merveilleux. Ça donne la chair de poule. Et comme quoi, j'ai envie de dire, quand on a envie d'atteindre un rêve et de s'en sortir, tout est possible. Parce que vous êtes engagé il y a 10 ans maintenant dans la série Chef sur France 2. C'est là que ça commence concrètement pour vous. J'ai envie de vous demander, avant de vous parler de la série Clem, puisque c'est l'enchaînement qui vous fait vraiment décoller ici en France, ce qui arrive tout de même très vite. Et je me rappelle que quand on m'appelait pour la série Chef, j'avais passé les castings et on m'appelait une matinée à 9h30 du matin. J'étais sur le Pont Neuf en train d'aller
à faire ma visite guidée et on m'appelait pour me dire que j'allais jouer dans cette série magnifique. Je commence le tournage et c'est très drôle parce que j'arrive chez mon pote qui m'avait logé, qui m'avait logé à mes débuts de mon séjour parisien et il me demande avec qui t'as joué aujourd'hui. J'ai dit j'ai joué avec un comédien qui s'appelle Clovis Courniac, mais je le racontais comme ça, comme si c'était Monsieur Tout le Monde, oui, tu vois. Alors que c'était une grande star du cinéma français. Et moi, j'étais en train de, tu vois. Mais c'est bien, je me rendais pas compte. C'était très bien justement parce que vous êtes arrivé la fleur au fusil comme on dit, voilà comme on dit en France, avec votre énorme. simplicité, ce qui fait que vous avez accroché d'une part le public mais aussi les producteurs parce que vous arrivez par la suite dans la saison 6 de Clem et vous n'étiez pas du tout prédestiné à rester. Non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas. Je pense qu'ils ont visionné les épisodes, que ça leur a plu. Je sais pas. Je pense qu'ils m'ont bien aimé. Cette série... et de vouloir me faire rester pour 3 épisodes, ça fait 8 saisons que je fais Clem. J'ai fait 8 saisons de Clem. Et oui, il y en a eu, je crois, 13 en tout. Oui, aujourd'hui, donc 13 ans depuis le début de cette série. Vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la série. Et puis, le cinéma espagnol est revenu vous chercher en parallèle de tous ces épisodes avec un film qui s'appelle L'homme aux 1000 visages d'Alberto Rodriguez, multi-primé. Vous tournez par la suite encore dans de nombreux courts-métrages. Vous continuez de vous faire confiance en France et de vous faire connaître, évidemment, avec plein d'autres séries, films, téléfilms. Tu sais, on pourrait croire que les courts-métrages ne sont pas importants, mais ils m'ont beaucoup servi à apprendre les textes, à travailler mon français, à m'améliorer chaque jour. Et je pense que s'il y a des comédiens qui commencent et qui m'écoutent, il ne faut pas dire non à ce genre de projets parce que c'est des projets qu'on pourrait penser qui ne servent à rien, mais ils servent à beaucoup. Et qui, des fois, sont des très jolis projets avec des courts-métrages qui sont parfois bien plus beaux que les longs et qui sont primés parfois et qui donnent les occasions de pouvoir être affichés dans les grands. Donc, en effet, il ne faut surtout pas les repousser. En parallèle, la chanson, on y vient dans un instant, Agustín, avec forcément cette chanson Enamorado qui fait partie de cet album Enamorado. On va en parler dans un instant. Vous restez avec nous sur l'antenne de Radio J. Tout de suite, c'est le rappel des titres et on revient avec notre invité Agustín Galiana. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. 2 drones lancés depuis le sud du Liban ont explosé à Beit Hillel dans le nord d'Israël. 3 personnes ont été blessées par ces attaques cet après-midi. Le ministre israélien des Affaires étrangères déclare sur X mener une offensive diplomatique contre l'Iran. Israël Katz a appelé ce matin ses homologues de 32 pays dont la France, les États-Unis, l'Italie ou encore l'Ukraine à prendre des sanctions contre Téhéran. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou doit convoquer son cabinet de guerre aujourd'hui pour discuter des suites à donner à l'attaque iranienne. Il s'agit de la 2e réunion d'urgence en moins de 24 heures. Les responsables américains s'attendent à une réponse israélienne limitée aux frappes de l'Iran. Réponse qui devrait se concrétiser ce week-end et qui devrait viser des proxys iraniens en Syrie et au Liban. Téhéran n'est pas intéressé par une escalade, c'est ce qu'a déclaré le président iranien à son homologue russe Vladimir Poutine lors d'un appel. Le chef du Kremlin a appelé Ebrahim Raïssi à la retenue. Un afflux d'aide humanitaire jugé insuffisant par les Nations Unies depuis le début du mois. En moyenne, 181 camions sont entrés chaque jour dans Gaza par les points d'accès de Rafah et de Kerem Shalom selon l'UNRWA. L'UNRWA qui estime que ce chiffre est bien en deçà de l'objectif de 500 camions par jour. Enfin, la compagnie aérienne EasyJet suspend ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv jusqu'au 27 octobre. La situation sécuritaire au Moyen-Orient a été invoquée. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec Agustín Galiana et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J.
Des millions d'Israéliens recourent au service de Yad Sarah chaque année. Yad Sarah fournit gratuitement du matériel médical, des solutions de maintien à domicile et de transport médicalisé aux personnes âgées, aux survivants de la Shoah, aux handicapés, blessés de guerre et accidentés. Yad Sarah, la première ONG humanitaire d'Israël, est aujourd'hui un maillon social indispensable. Aidons ensemble Yad Sarah en faisant un don déductible de vos impôts. allodon.fr/yad-sarah-france. Serfa automatique. yadsarah.fr. yadsarah.fr. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Agustín Galeana, pour son nouvel album Enamorado que l'on évoque dans une poignée de secondes. Mais d'abord, 2 albums en Espagne avec le titre Carmina que j'évoquais tout à l'heure, une chanson viscérale sur votre grand-mère Agustín. On le découvre plus tard, on vous découvre en France avec Les Rois Mages, en duo avec Camille Lou en français, vous en espagnol, et un premier single duo, c'était hier. Et c'était il y a 6 ans. C'était hier, on prenait les routes à l'envers. C'était hier, on s'aimait tout le temps. C'était l'hiver, on caillait sous le réverbère. C'était l'hiver. Et suivra le titre T'en vas pas comme ça. Je te veux comme ami, comme amante. Sans toi je me tourmente. Écoute-moi, t'en vas pas comme ça, t'en vas pas comme ça. Agustín, Paris Match va considérer que vous êtes le nouvel Iglesias avec cet album-là qui cartonne. Il faut le dire, 3e place du top album en France, 7e place du top album belge, ce qui vous permet de vous faire une réputation en Belgique. Vous sortez un second album en France, Plein Soleil, ainsi que le single Porque te vas, une reprise de la célèbre chanson de Jeannette. La musique, comment elle arrive finalement dans votre vie? Et à un moment donné, c'est un tournant aussi. En fait, c'est arrivé par surprise et par un jeu d'enfant. Parce que ça a été à ces moments en Espagne, quand j'ai eu ces 4 ans que le téléphone ne sonnait pas, que j'ai commencé à jouer avec l'ordinateur. J'avais une application pour composer de la musique. Et j'ai commencé à jouer. J'ai fait plein de titres. Et un soir, j'ai invité un ami violiniste qui joue dans des orchestres symphoniques. Et je lui ai dit, écoute, je vais te montrer. On avait un peu bu. Et je lui ai dit, je vais te montrer un truc que j'ai fait parce que j'étais très timide pour montrer tout ça parce que je suis pas musicien à la base. Et je lui ai montré, il m'a dit, non mais tu sais que tu as une pépite là. Et c'est comme ça que tout a commencé. C'était quelle chanson à ce moment-là, vous vous souvenez? À ces moments-là, c'était un titre de mon premier album qui s'appelle When I Fall in Love, mais tu l'auras pas, je pense. Agustín Galeana, non, je ne l'ai pas. En tout cas, sort aujourd'hui votre 3e album en France, mais en réalité, c'est pas du tout le 3e album, c'est le 6e. C'est mon 5e. Le 5e, si mon compte est bon. Oui. Enamorado, et on va écouter forcément ce titre. Plus beau, enamorado, oh 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 oh, enamorado, oh 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 oh. On sent cette envie de faire découvrir cet album, cette musique. On sent que c'est dans votre sang. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Parce qu'il y a cet engouement en vous de faire découvrir votre voix. Oui, parce que je trouve que c'est un album avec lequel j'installe vraiment mon style, avec lesquels j'arrive avec une proposition, vraiment avec une sonorité à moi, avec un son particulier. Je pense que j'ai pris la place de quelque chose, d'un style différent. Je propose autre chose et moi je pense que c'est intéressant. Vous dites prendre la place dans le style, mais il y a aussi prendre la place dans la vie, parce que forcément quand on fait un album, ça nous fait vivre pendant pas mal de temps, ça permet de faire des tournées, ça permet de se faire découvrir, je le disais tout à l'heure, en Belgique. Ça, je pense que c'est une vraie envie que vous avez. Oui, d'aller en fait, à la rencontre du public, de la scène. Pour moi, c'est très important. En fait, ce qui s'est passé avec moi en France, c'est quelque chose d'incroyable.
Et si moi je suis assis aujourd'hui ici devant toi et face à ta collègue, c'est parce que vraiment le public français et le public belge m'ont suivi, m'ont soutenu et ils m'ont aimé, ils m'ont adopté. Et du coup, pour rendre tout ça, je peux qu'aller à la rencontre et surtout participer à des beaux projets avec la musique. Tu vois, je ne vais pas me lucrer avec la musique, j'ai pas envie de gagner de l'argent, j'ai pas envie de... C'est pas mon but. Mon but, c'est de rendre cette joie qu'on m'a donnée. Quand on m'a soutenu, quand j'ai gagné Danse avec les stars, quand ils m'ont soutenu pour ces albums, j'ai envie de rendre ça en forme de dommage, en forme de rencontre. Et je pense que ça, c'est très important. Et honnêtement, vous le faites parce que cet album constitué de 12 titres ne parle que d'amour. Oui. Agustín, en français, en espagnol. Vous parlez du premier geste, de la distance, de la solitude, des endroits préférés, de l'amour inconditionnel. Quel est l'état d'amour que vous préférez ? L'état d'amour que je préfère, c'est quand tu décides d'aimer. C'est joli ça. C'est quand tu sors d'être amoureux, où tu es pris par un tourbillon d'émotions et que tu sais pas ce que tu fais. Hein? Tu es pris par le cœur, que pour le cœur. Mais je trouve que quand tu décides d'aimer, tu acceptes l'autre, tu acceptes le bon côté, les mauvais côtés. Et là, c'est le vrai amour. L'acceptation de l'autre, et les failles, les talents. Et je pense que ça, c'est très beau. Il y a une chanson que vous avez choisi de réinterpréter en espagnol dans votre album. Ce n'est pas Ti amo d'Umberto Tozzi. Oui, tout à l'heure, je vous ai dit en off, il y a ce côté l'Italie en vous, on n'y peut rien. Et vous le reprenez en Te amo. Pourquoi ce choix ? En fait, je voulais faire un album des titres originaux qui tournent autour de l'amour, mais pas que de l'amour de couple, et pas que le chagrin d'amour. Oui. Je voulais chanter à l'amour heureux, à l'amour positif. Et, sous toutes ses formes. Surtout, oui, à l'amour des couples, tous les états, par soi-même, l'amour par la terre qui nous a vu naître, qui m'a vu grandir, l'amour à la famille, l'amour inconditionnel, l'amour des gestes, l'importance du premier geste et l'importance des gestes face aux mots. Et je trouvais que je voulais aussi faire un petit cadeau au public, parce que je trouve que la nostalgie nous parle beaucoup et une partie de l'amour, c'est la nostalgie. Et je me suis rappelé que pendant mon adolescence, il y avait un chanteur italo-espagnol qui a repris Ti amo d'Umberto Tozzi en espagnol. Et je trouvais que c'était un titre tellement beau. Et je me suis dit que ce titre, vous le connaissiez. Bien sûr, c'est un titre intemporel. Voilà, et je me suis dit que pourquoi pas le réinterpréter à ma sauce, dans ma langue, vu que vous comprenez déjà les paroles, que vous savez de quoi ça parle. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Dans votre album, il y a également une chanson qui a attiré mon attention, et mon intention est d'en parler. On l'écoute. Elle veut des fleurs et des enfants, toutes les couleurs, des sentiments, pendant des heures, autour d'un feu brûlant, danser avec le vent. Elle a le cœur sauvage et grand. Ah, c'est beau. Compter la peur. Alors on va continuer d'écouter, mais ce titre, Agustín, il s'appelle Julia. Oui. C'est qui Julia? Ça c'est perso, mais à la fois c'est dans un album. Comment ne pas s'intéresser? Non mais c'est quelqu'un avec qui j'ai eu une liaison, mais ça fait beaucoup d'années. Et du coup c'est drôle parce que c'est un titre qui a été écrit par Madame Messieurs. J'ai eu la chance de compter avec des très bons amis, des très bons auteurs comme Corson, Madame Messieurs, Marc Weld. Madame Monsieur qui était à l'Eurovision, oui, voilà, qui ont fait partie de la présélection. Voilà. Et non, ils qui ont été à l'Eurovision, excusez-moi. À l'Eurovision, participer avec sa chanson Merci. Oui. Et du coup, ils ne savaient pas que j'avais vécu cette histoire avec une telle Julia, mais ils m'ont écrit une chanson pour une femme. Et ils ont écrit 7 titres. Et ça a été incroyable, la coïncidence. Et c'était Julia, le titre? Oui. Donc c'est un hasard? En fait, oui, c'est le hasard. Mais j'avais pas dit le nom.
Et du coup, a priori, ils avaient écrit Maria, mais ils ont dit non, Maria, c'est trop commun. On va changer, on va mettre un prénom plus différent. Et voilà. C'est drôle, Agustine, est-ce que vous l'avez envoyée à Julia, cette chanson? Non, pas encore. Il faut le faire. Non, je peux pas. Il faut le faire. Non. Mais c'est interdit de ne pas le faire. Non, c'est pas vrai. T'as pas vu cet auteur qui est sur TikTok, qui lui a écrit une chanson à son ex, il lui envoie. Oui. Et il l'appelle. Oui. Après, et à un moment donné, il lui dit j'aimerais bien que tu aies le courage de venir me dire ça en face et tout ça. Je préfère pas le faire. Je préfère pas le faire. En tout cas, c'est une très belle chanson. jolie chanson. Oui, cet album, en tout cas, il vaut vraiment à découvrir. Enamorado, j'en profite pour dire que vous m'avez apporté un vinyle et je vous disais que c'était extrêmement rare. Enfin, aujourd'hui, de plus en plus courant, mais rare de pouvoir avoir l'opportunité de sortir des vinyles et c'est magnifique de pouvoir l'avoir en main. Il est très beau, ce vinyle. Merci très beaucoup. belle pochette. Merci. Donc à découvrir. J'imagine que l'album est dans toutes les plateformes d'une part, mais également en physique. Partout, il est partout. Fnac, Cultura, Amazon. Vous pouvez vous le procurer de partout. Les plateformes, Spotify, Deezer, partout. Eh bien voilà, il faut aller, il faut cliquer, il faut en même temps aller acheter cet album d'Agustin Galliana. Très solaire, cet album, très agréable qui nous embarque avec vous. Merci de me caresser. Il est en train de caresser la pochette. J'adore. Je m'en remettrai pas. Allez, Agustine, dans cette partie d'émission, on va également découvrir ma collègue qui est à mes côtés, qui s'appelle Annabelle Guiraud, pour découvrir tout ce que vous aimez, vos goûts culturels, que vous aimez ou qui pourraient même vous plaire. Elle n'arrête pas de sourire. J'aime beaucoup les gens qui sourient comme ça. C'est une merveille, vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. J'adore. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle. Bonjour Agustine. Bonjour Annabelle, comment ça va? Très bien. Dans cette chronique, on va entrer dans votre univers culturel et parler d'artistes que vous appréciez. Allez, c'est parti. Commençons avec l'artiste italienne Arisa et sa chanson La Notte. Extrait. C'est magnifique. Quando arriva la notte, e resto sola con me, la testa parte va in giro in cerca dei suoi perché. Nous sommes en 2009 quand Arisa, alias Rosalba Pippa, commence à se faire une place sur la scène musicale italienne. Elle a alors 27 ans. Arisa a un nom de scène résultat de l'acronyme des premières lettres des prénoms de son père Antonio, d'elle-même Rosalba, de ses sœurs Isabella, Sabrina et de sa mère Assunta. Arisa, une autodidacte du chant dès l'enfance. Elle doit sa percée à sa persévérance. Elle va faire des concours de chant et surtout participer de manière récurrente au festival de Sanremo à partir de 2009. C'est comme cela qu'elle commence à se faire une place sur la scène italienne. Arisa, c'est une artiste plurielle en Italie, qui mêle chansons, cinéma, qui participe à des programmes tels que X Factor ou Danse avec les stars, et qu'elle a gagné d'ailleurs. Ça fait quelques points communs avec vous, chère Agustine. C'est génial ce que tu me fais découvrir. Non, mais je sais pas si tu vois, mais je suis très ému parce que cette chanson, c'est une chanson qui me... C'est la mélodie, c'est sa voix, je sais pas, il y a un truc qui me prend les cœurs et qui me... Ah mais on voit votre émotion dans vos yeux qui sont un petit peu embués depuis le début de cette chanson. Je vous jure, elle me touche, j'adorerais faire un duo avec elle. Le message est passé. Voilà, Annabelle, c'est à vous de jouer. Revenons à la chanson La Notte. Une ode à la douleur intérieure et la résilience. Avec sa voix tout en puissance et nuance, l'artiste italienne nous dépeint une certaine mélancolie, une tristesse profondément ancrée qu'il faut savoir dompter pour pouvoir avancer dans la vie. Comment ? Via la résilience, cette force intérieure et intime qui nous fait continuer la vie. Et on va continuer en musique avec quelqu'un que vous aimez bien, dont on a beaucoup entendu parler il y a quelques semaines, Pierre Garnier. Oui, Pierre Garnier, grand gagnant de la Star Academy 2024. En février dernier, il sort Ce qu'on était, un single qui va connaître le meilleur démarrage streaming jamais enregistré pour un single de pop française, avec plus de 2 millions d'écoutes en 24 heures. Énorme. Sans plus attendre, je vous propose d'écouter cette nouvelle étoile montante de la scène française. Et comme dernier souvenir, je ne veux pas de celui-là, pas celui où tu t'en vas. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Nous sommes en 2023 quand le jeune Normand de
de 21 ans, compose et écrit la chanson Ce qu'on était avec des copains. Nous sommes alors à quelques semaines de son entrée dans la compétition Star Academy. Le trio essaie d'écrire une chanson, mais il bute, il y a un truc qui coince. Ils se disent, qu'est-ce qui nous lie le plus ? Et la réponse fuse. Les relations amoureuses qui ne se terminent pas très bien. Et à partir de cet instant, ils vont mettre moins d'une heure pour créer la chanson Ce qu'on était. Et vous, Agustine, comment vient la fulgurance pour vos créations musicales ? Tu sais, pour moi, ça a été quand j'ai composé mes 2 premiers albums, je les ai composés avec les yaourts. Ouais. J'ai chanté en yaourt et après avec une mélodie qui m'est tentée. Et c'était les yaourts qui me ramenaient les paroles. Et c'est ça qui m'a donné le thème de la chanson. D'accord. Donc c'est la musique qui a primé au départ, la composition. Oui, c'est la mélodie, c'est les accords qui me parlaient à mon inconscient. Et inconsciemment, avec les yaourts, sans savoir qu'est-ce que je disais, j'arrivais à dire quelque chose. Pour le coup, dans le cas de notre ami Pierre Garnier, il faut quand même dire à nos auditeurs qui découvrent cette chanson peut-être pour la première fois que Pierre n'a cessé de la jouer, de la matraquer comme on dit tout au long de ses prestations, en tout cas dans les quotidiennes de l'émission Star Academy, ce qui fait qu'il y a eu un avant-goût de cette musique qui avait très envie d'être écoutée par la suite dans son entièreté. On va poursuivre donc en lecture avec un ouvrage de développement personnel que vous aimez, Agustine. Oui, le développement personnel, un sujet qui vous intéresse beaucoup. Mon petit doigt m'a dit que vous appréciez les livres du célèbre coach hispanique Curo Camiente. Oui. Alors, en France, et je crois que le titre du livre le dernier que je suis en train de lire, L'amour commence en toi. Et l'amour comienza en ti. Alors, il n'y a pas de traduction en français, mais on a un équivalent en France. Oui, tout à fait. Et l'ouvrage s'appelle Aime-toi, la vie t'aimera. C'est de Catherine Ben Saïd, sorti en 1994. 94 Non, c'est énorme. Ouais, alors je vais vous faire le suivi, vous allez voir, il y a un petit peu de ressemblance. Dans Aime-toi, la vie t'aimera, la psychanalyste nous aide à prendre conscience à quel point nous pouvons être prisonniers d'un système de pensée qui nous complique sans cesse la vie. On se crée des limites qui nous font souffrir. On voit la vie en noir, on se dit « personne ne m'aime, jamais je n'y arriverai ». Autant de pensées négatives qui nous font être malheureux, être mal dans la tête et dans son corps. Et à l'écoute des mots qui disent la souffrance, Catherine Ben Saïd nous guide à repérer notre douleur, de la nommer et d'en découvrir l'origine. Elle nous aide à ne pas répéter éternellement ces comportements qui nous font mal et à nous guérir de ce mauvais amour de nous-mêmes qui interdit tout accès au plaisir. Un livre qui apprend à se réconcilier avec soi-même et à rendre possible ce que l'on a toujours cru impossible. À donner vie à nos rêves plutôt que de passer notre vie à la rêver. Aimer, Aime-toi, la vie t'aimera, un livre qui nous encourage à nous accepter, à nous aimer et à vivre pleinement. C'est génial, je vais l'acheter. Et ben voilà, on vous a proposé un livre en même temps. On va terminer cette chronique avec un film que vous adorez, Il reste encore demain. Oui, Il reste encore demain. Film phénomène italien aux 5 millions d'entrées chez notre voisin C'est transalpin. vrai que j'arrête pas avec les Italiens. Ouais. Vous voyez ? Et avec ça, je vous assure que je ne savais pas tout. J'arrête pas avec les Italiens, c'est pas possible. Sorti en France en mars dernier, ce film féministe en noir et blanc de Paola Cortellesi dresse le portrait d'une femme à l'aube d'une révolution. L'histoire se passe à Rome dans la seconde moitié des années 40. L'héroïne Delia Maria Ivano est mère de 3 enfants. À cette époque, Rome est partagée entre l'espoir né de la fraîche libération et les difficultés matérielles issues de la guerre, à peine achevée. Avec un mari autoritaire et violent, Delia trouve du réconfort uniquement auprès de son amie Marissa, avec qui elle partage des moments de légèreté et de confidence. Mais un jour, l'arrivée d'une lettre mystérieuse va tout bouleverser et pousser Delia à trouver le courage d'imaginer un avenir meilleur. Le reste, chères auditrices et auditeurs, je vous laisse découvrir au cinéma, car c'est un film encore dans les salles. C'est magnifique, allez le voir. Un film encore dans les salles qui s'intitule Il reste encore demain. Merci beaucoup Annabelle Guiraud pour nous avoir fait C'était super Annabelle. Muchas gracias. Tous ces gars, vous n'avez pas menti. Allez, tout de suite, c'est l'introspection sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Chère Agustine, Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Essayons de faire ça maintenant avec 10 questions pour encore mieux vous connaître. La première est celle-ci. Tu me mets la pression. Si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, que changeriez-vous ?
En fait, c'est des choses qui sont hors contrôle, mais j'aurais adoré voir mes parents ensemble. C'est quelque chose que j'ai effacé de ma mémoire. Je me rappelle pas de deux ensemble. Et j'adorerais. Maintenant c'est plus possible parce que mon papa il fait plus partie de ce monde, mais c'est quelque chose dont j'aurais bien aimé. Quel conseil vous donneriez à un enfant pour réussir sa vie? Qu'il croit en lui, que même s'il sent qu'il est différent, cette différence va faire sa force. Et qu'il faut poursuivre ses envies et écouter son cœur. Y a-t-il eu un plus bel âge dans votre vie? Et si oui, pourquoi? Je pense que ça a été assez tard. Ça a été ici en France. Ça a été quand j'étais pris, quand j'étais valorisé. Comme mon métier, comme moi, comme comédien, j'étais valorisé. Quand j'étais pris pour Clem, je pourrais dire la même chose quand j'ai gagné Danse avec les stars. Et je pourrais dire la même chose quand j'ai eu la chance de sortir mon premier album. Non mais vous mettez le piano, ça me fait faire pleurer, c'est pas possible. Donc ça a été quelques moments qui pour moi on était très forts parce que je me suis senti aimé. Y a-t-il une chose de prime abord compliquée à résoudre dans votre vie, mais que vous avez résolue? Oui. Oui, je pense que voilà, cette petite haine que j'avais pour mes parents et pour moi-même, parce que quand tes parents ils se séparent tellement tôt, quand t'es jeune, tu penses que c'est toi le coupable. Tu penses que c'est à toi la faute. Et du coup, j'ai compris au fur et à mesure que la vie passe et que j'ai grandi que c'était pas ma faute et que ça pouvait arriver et que pourtant on pouvait continuer à s'aimer. Qu'est-ce que vous aimeriez faire aujourd'hui, Agustín, mais que vous ne faites pas? Je sais pas, mais j'ai décidé de faire quelque chose. Je pense que c'est plus intéressant de dire ça. Et la chose que j'ai décidé de faire, c'est que ça va être moi qui va enlever la pierre du chemin. C'est moi qui va demander pardon. Et c'est moi qui va faire les bonnes actions, même si c'est pas moi de le faire. Seulement pour une question d'être bien avec les autres. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et avec soi-même. Oui, surtout avec moi-même. Ouais. Mais je pourrais dire que c'est presque même égoïste. Tu vois, mais pour me sentir bien. Moi, j'aime pas les conflits. Je pense que j'en ai vécu tellement que j'aime pas. Alors, y a-t-il une chose que vous avez réalisée cette année et dont vous allez vous souvenir toute votre vie? Oui, l'amour propre. Se respecter. Te dire oui à toi et parfois dire non aux autres. Moi, j'étais toujours très serviciel, très pour les autres. Mais cette année, j'ai compris que ça pourrait paraître une phrase faite de psychologie pas chère, mais c'est vrai que t'aimer toi, c'est aimer les autres. Ça corrobore parfaitement avec notre émission d'hier, avec Haruna Lipschitz qui sortait un livre qui s'appelle Aimer. S'aimer, c'est tout, et aimer, c'est le chemin, c'est ce qu'elle dit dans son livre-là, et il faut d'abord s'aimer soi pour pouvoir aimer les autres. Oui, mais on dit s'aimer soi, c'est important pour aimer les autres, mais jusqu'au moment que tu le pratiques pas, tu sais pas ce que ça veut dire. C'est ça. Et s'aimer parfois, c'est dire non aux autres, c'est dire je cours pas après les gens. Je me respecte moi-même et il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de rancœur, il y a pas de haine. Simplement, il y a de l'amour. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est très bien compris. Aimer, ça s'apprend d'Haruna Lipschitz. Si je vous parle d'amour, alors, comment cela résonne en vous, Agustín? Si tu me parles d'amour, comment ça résonne en moi? Par les bons gestes, par comprendre l'autre, par le partage. Par
par le non-besoin de dire toujours la vérité, si la vérité va faire mal à la personne qui est en face. Si vous pouviez changer une chose en vous, sur votre corps, sur votre personnalité au choix, vous prenez quoi? Si je pouvais changer quelque chose, parfois, et c'est ce qu'Annabelle parlait avant, c'était la mauvaise pensée envers moi, me parler mal, me dire des mauvais mots, pas croire en moi, que ça m'arrive souvent. Mais c'est pour ça que je pratique la pensée positive et j'ai fait des affirmations, parce que le cerveau, il croit tout ce qu'on lui dit. Oui. Les mauvaises choses, mais aussi les bonnes. Et du coup, pour m'équilibrer et pour être bien dans ma peau et pour m'aimer, je fais des affirmations, je me dis des beaux mots tous les jours. Si vous étiez président, Agustín, votre première mesure, laquelle? La première mesure, ce sera d'essayer de stopper les guerres. Pour terminer, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous? Je sais pas. Mais je pense que ce qui retient les gens, c'est que je suis quelqu'un de bien, que j'ai envie de faire le bien, que j'ai envie d'être meilleur chaque jour, que je travaille chaque jour pour être mieux fils, mieux frère, pour être une meilleure personne, quoi. Tu vois, et que pour moi, le fait de... Tu vois, j'ai toujours eu l'image de... Ou on m'école l'image du mec parfait, du mec qui va à la salle, du mec qui travaille son corps, du mec qui est beau. Mais je suis beaucoup plus que ça, parce que moi, je me remets toujours en question. Je travaille tous les jours pour être meilleure personne, en fait. Et je vais pas à la salle pour avoir un joli corps. J'y vais à la salle parce que pour moi, je vis à la grecque. Je sais pas comment te dire. Mens sana in corpore sano, c'est très important. Je travaille l'extérieur, mais pas pour être musclé, sinon pour tenir mon corps, pour tenir mes émotions, pour tenir mes pensées. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est complètement compris. Il faut cultiver l'intérieur, mais aussi l'extérieur. Et même je cultive aussi ce que je mange. Je mange bien, mais pas pour avoir un beau corps, sinon pour me soigner, pour prendre soin de moi. Je pense que c'est important. Donc pour moi, c'est le chemin que j'ai pris depuis quelques années, et ça pourrait paraître aussi qu'il a été écrit dans un bouquin de développement personnel, mais c'est le chemin que j'ai pris et c'est le chemin que je vais continuer à faire, et je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Merci Agustín Galeana. Tout de suite, on va découvrir ensemble dans un instant notre coup de cœur du jour, notre experte Véronique Zana pour votre portrait, mais maintenant c'est le journal de l'info. Restez avec nous sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour à tous. L'Iran ne souhaite pas d'escalade dans la région. C'est ce qu'a affirmé le président iranien à son homologue russe Vladimir Poutine lors d'un entretien téléphonique cet après-midi. Selon Ebrahim Raïssi, Téhéran aurait été contraint de lancer une attaque contre Israël samedi suite aux frappes de Tsahal contre son ambassade à Damas il y a 2 semaines. Le chef du Kremlin a quant à lui appelé l'Iran, mais aussi l'État hébreu à la retenue. Justement, au sujet de l'attaque de l'ambassade iranienne en Syrie, il s'agirait d'une violation du droit international selon l'ONU. L'instance estime que l'État hébreu n'a pas exercé d'autodéfense en frappant le consulat le 1er avril, car il n'a présenté aucune preuve que l'Iran commettait directement une attaque armée contre Israël comme le prévoit le droit international. L'ONU, qui juge la force illégale, a été utilisée non seulement contre les forces armées iraniennes, mais également contre le territoire syrien. La riposte de l'État hébreu à l'attaque iranienne n'est
n'est plus qu'une question de temps d'après le cabinet de guerre. Les responsables américains estiment peu probable des frappes israéliennes directes en Iran. Tsahal devrait plutôt se concentrer sur ses proxys et ce d'ici samedi soir, d'après la chaîne américaine NBC. En tout cas, le cabinet de guerre israélien va se réunir dans l'après-midi pour en parler. Pascal Sunshine. Sous pression, le cabinet de guerre continue d'étudier d'ailleurs les différentes propositions soumises par l'état-major et les services de sécurité, sachant que l'objectif, c'est en quelque sorte d'égaliser le score après l'attaque iranienne de samedi soir, c'est-à-dire empêcher l'Iran de reprendre l'avantage dans la dissuasion, tout en évitant de précipiter toute la région dans la guerre. Alors Israël peut envisager des frappes contre des objectifs militaires, base de l'armée iranienne ou des gardiens de la révolution et leurs usines de production d'armement. Peut aussi choisir de toucher des infrastructures civiles comme les ports ou les installations pétrolières pour porter un coup à l'économie iranienne. Et il y a également l'option des éliminations ciblées et bien sûr celle des cyberattaques qui paralyseraient le fonctionnement civil ou militaire en Iran, sauf si Israël préfère finalement attaquer plutôt les milices pro-iraniennes dans la région plutôt que l'Iran directement, tout en sachant évidemment que l'Iran de son côté multiplie depuis dimanche les avertissements à Israël de ne pas lancer une riposte qui déclencherait une contre-attaque immédiate et beaucoup plus puissante de l'Iran. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Pendant ce temps, l'Union européenne a organisé une réunion d'urgence pour éviter l'escalade des tensions. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a convoqué ce matin les ministres des Affaires étrangères des pays membres. L'Union européenne n'a de force que diplomatique. Sa force de conviction a-t-il reconnu dans une interview accordée au journal Le Monde. Suite à cette visioconférence, la chef de la diplomatie allemande a déclaré que plusieurs pays européens envisageaient d'étendre leurs sanctions contre l'Iran. Durcissement également envisagé par Washington. Le Trésor n'hésitera pas à travailler avec nos alliés pour utiliser notre pouvoir de sanction afin de continuer à perturber les activités malveillantes et déstabilisatrices du régime iranien. Ce sont donc les propos tenus ce matin par la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen. En attendant, l'armée a achevé ses exercices de simulation de guerre dans le nord d'Israël. Le nord, où 2 drones tirés depuis le sud du Liban ont explosé à Beit Hillel en Galilée. 3 personnes ont été blessées dans ces frappes. En réponse, Tsahal a ciblé un véhicule à tir. Un responsable du Hezbollah a été éliminé. Enfin, on l'apprenait hier soir, Gilles Taïeb, vice-président du CRIF et du FSJU, nous a quittés après une longue maladie. Infatigable militant, fervent défenseur d'Israël et de la communauté juive, il était aussi président de l'association pour le bien-être des soldats israéliens, Keren Or. Le Fonds social juif unifié a rendu hommage, je cite, au sourire et à la force du militant. Un monument de la communauté juive s'est effondré. Réaction également ce matin du président du Consistoire central de France, Élie Korchia. C'était un homme de tous les combats. C'est ça qui était extraordinaire avec Gilles, à la fois contre l'antisémitisme, à la fois pour la promotion des valeurs juives et de la communauté juive de France. Plus largement aussi un homme impliqué dans la cité. Et aussi, évidemment, ce combat pour Israël depuis toujours, à l'époque des Juifs du RSS, jusqu'à encore ces derniers jours, par rapport à l'après-7 octobre, par rapport à la libération des otages, par rapport à la défense d'Israël aussi dans les médias, où nous étions ensemble et où il portait avec cette force de vie qui le caractérisait, tous ces messages positifs. Le président du Consistoire ce matin, micro de Radio J. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve demain à partir de 14h en attendant une courte pause et on poursuit notre émission avec mes invités sur Radio J. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Chaque semaine, et particulièrement en période de tension, l'hebdomadaire Actualité Juive va encore plus loin, avec des analyses et des informations fiables, précises, objectives sur Israël, le Moyen-Orient, la lutte contre l'antisémitisme et l'actualité politique en France. Actualité Juive, France, Israël, communauté, judaïsme, mémoire, société, culture. Abonnez-vous ou réabonnez-vous en formule papier ou digital sur le site actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Radio J. Vous
écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre en direct sur l'antenne de Radio J avec mes invités aujourd'hui. Mon invité principal, Agustín Galeana, pour son nouvel album Enamorado. Et puis bien sûr, on découvre en direct le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Kevin Fall. Bonjour Cyrielle. Eh bien, quel bonheur de vous recevoir. On va dire les choses. Nous sommes amis. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années, anciens Nogentais. Tous deux. Et je suis très heureuse de vous avoir en studio avec moi aujourd'hui. Déjà parce que ça me fait plaisir de vous revoir, mais parce qu'il y a une évolution incroyable. Je vous ai quitté il y a quelques années et vous êtes parti au Maroc. Tout à fait. Parce que vous êtes né à Casablanca il y a 40 ans, comme vous dites. Déjà. Et vous vous êtes envolé vers Paris après votre bac à 17 ans pour vos études. Tout à fait. J'ai atterri à Paris à 17 ans. Je voulais faire, c'est ironique parce que je voulais faire de la radio pour démarrer. Et d'ailleurs, j'avais fait une école pour ça. Ça existe. Le Studec. On embrasse. Que vous avez fait également. Donc, c'est quand même rigolo. D'ailleurs, j'ai envoyé un message à ma mère. Silvio Marchon, au Paris. Ouais, exactement. Silvio Marchon, que j'ai revu il n'y a pas longtemps. J'ai envoyé un message à ma mère hier soir pour lui dire « Maman, je fais une radio ». Elle pensait que c'était médical, très réellement. Elle m'a envoyé un message. T'es à Paris, t'es pas à Casa, il y a un souci. Mais vraiment, elle s'est inquiétée pendant 10 minutes. Du coup, j'ai fait durer le suspense, mais après, j'ai vite dit que je faisais de la radio. Elle était contente. Vous êtes retourné au Maroc, vous avez fait plusieurs petits jobs et vous avez, en parallèle, toujours eu l'envie d'être humoriste. Absolument. Il faut le dire. Ouais, ça fait une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années que j'écris beaucoup, j'écris tout, enfin les vannes, etc. Mais j'ai commencé à écrire après, à poster sur Instagram et sur Facebook des chroniques écrites. Et c'est resté à ce stade jusqu'au moment où il y a eu une urgence, il y a environ peut-être un an et demi. Il y a un petit chemin qui s'est fait où je me suis dit, il faut monter sur scène parce que c'est la seule solution possible à ta survie, en vrai. Kevin, on va faire une aparté, mais on va très vite comprendre pourquoi. Il y a 10 ans, vous avez repris une pâtisserie cachère familiale datant des années 30, Madame Fall, créée par votre arrière-grand-mère. Est-ce que vous voulez bien nous parler de cette institution ? Alors, Madame Fall, effectivement, ça fait partie de mon histoire, donc c'est pas vraiment de la pub à la radio, mais oui, mon arrière-grand-mère était très avant-gardiste, elle a créé ça dans les années 30. Tout le monde faisait ça à la maison, les gâteaux, etc. Elle en a fait un business. Moi, je l'ai repris il y a 10-12 ans en donnant un petit peu ma patte. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai quand même lancé la Babka en 2017. Alors, tous les Parisiens qui se la pètent aujourd'hui avec la Babka, c'était quand même 5-6 ans avant. C'est vrai que maintenant, ça le vend en poupe et que vous avez senti les choses. Ouais. Vous avez depuis développé pas mal d'autres choses comme les sandwichs challah et boulettes. Alors ça, on adorerait pouvoir le trouver à Paris. On trouve tout chez Bob de Tunis, mais pas ça. Ouais, c'est vrai, tout est possible. Il y a un gros trend de la challah à Paris et partout. Oui, il y a Michaud avec Julien Sebag notamment. Il met pas des boulettes dedans. Donc j'espère que je vais pas te donner l'idée, frérot. Ne mets pas des boulettes dans tes challahs. Mais ce qui est drôle, c'est qu'aussi la challah, qu'on appelle le pain tressé, même chez les juifs au Maroc, les gens en général rentrent dans la pâtisserie, ils se plantent, ils me demandent du pain. Mais c'est vraiment vrai, ils me demandent du pain stressé, du pain tiercé, du pain pressé. Il y a tout un délire avec la challah, c'est terrible. Eh bien justement, c'est la transition parfaite, Kevin, parce que du coup, toute cette aventure familiale, d'une part, a nourri beaucoup de choses, beaucoup de rencontres, ce retour au Maroc aussi. Et je crois que c'est le vent en poupe un peu avec ça. Je vais te couper parce que ça m'a très bien nourri physiquement aussi. C'est ce que vous dites, je ne serai jamais mince. Quand on vient sur les réseaux, je ne serai jamais mince, c'est-à-dire que devant The Voice, vous faites une chantilly. Absolument, oui, exactement, vraiment. Mais je me lève de mon fauteuil où je suis avachi et j'ai un espèce. Alors, je parle souvent avec des amis qui sont gros
Et moi, je fais la cuisine aussi. Donc, du coup, il y a vraiment une étincelle qui s'allume. C'est une pub en général. Hein. Kevin, c'est quoi votre style et qu'est-ce qui vous inspire? Parce que le quotidien à Casa, c'est quand même quelque chose. Le quotidien à Casa. Alors vous avez vos vélos maintenant, j'ai vu. Paris, c'est devenu le Tour de France. Ce matin, j'étais avec ma voiture à Il y a un feu plus de voies rouge. pour les vélos que pour les voitures. Ah là Aujourd'hui à là. Paris. Mais j'étais à un feu rouge qui n'était pas fonctionnel. Du coup, c'était un peu la guerre, il fallait passer. Et entre moi et la voie que j'allais emprunter, il y a 86 vélos qui sont passés à fond, mais premier degré, genre Tour de France. Et à Casa, on a nos vélos. Alors, vous parlez de route, ça me fait penser à une histoire avec un Range Rover. Ouh là là. Alors justement, on a nos vélos, mais à Casa, c'est pire, c'est quand même les Range Rover. Du coup, on a un problème de double fil. Et en général, quand tu vas toquer à la fenêtre de la dame qui est à l'intérieur, qui est jolie, c'est de la radio, donc on voit pas tellement, mais tu vois les petites saucisses cocktail du Shabbat que tu mets dans la Oui, moutarde, très bien. ça pique. C'est comme ça. Il y a un espèce de truc comme ça. Du coup, c'est très impressionnant. Tu dis plus rien. Tu attends qu'elle parte pour pouvoir partir. C'est un enfer. Je vis ça tous les jours à Casa. C'est terrible, terrible, terrible. À Casa, vous rencontrez des phénomènes, vous le dites sur scène, et on sait que les conducteurs, j'ai envie de dire, c'est mon humour à moi, n'ont pas le permis à Casablanca, en tout cas au Maroc, ou alors on ne sait pas comment ils l'ont eu, et que les routes sont parfois assez catastrophiques. Vous avez inventé un métier. Je sais que vous savez que je vais me faire taper sur les doigts quand je vais rentrer au Maroc. Je dirais rien. Ouais, t'es allé à Je la dirais c'est radio, moi. à Paris. En plus, je m'appelle Kevin. Je m'appelle pas David ou un truc. Donc, alors, ça, c'est véridique. On me dit, enfin, ceux qui me connaissent pas me disent, tu es le Français, qu'est-ce que tu fous? Enfin, ceux qui sont pas très sympas, tu vois. Le Français qui critique le Maroc. Alors que je suis né au Maroc, je suis purement juif marocain et en plus, j'ai un passeport que français. Donc, ça rajoute Et c'est ça exactement, parce que vous le racontez sur scène avec des statistiques, et j'ai envie qu'on démarre d'abord par les statistiques et par ce qui s'est passé à la suite. Par la suite. Quelques petites notes très intéressantes sur Casablanca, des statistiques de l'IRP, Institut de mon ressenti personnel. 1 million de voitures, 300 gardiens par voiture, 1200 ronds-points à Casablanca, 16 000 dodanes, 38 000 livreurs Glovo en sens interdit, 1600 enseignes de sushi, 13 000 enseignes de smash burger, 3 milliards de tacos de Lyon, une poubelle. Voilà. C'est pas sympa. Et alors, je vais pas rentrer au Maroc. Mais si vous allez rentrer au Maroc, parce que regardez, ceux à qui ça ne plaît pas, vous avez une très jolie manière de leur répondre. Aujourd'hui, je vais vous présenter un métier un peu discret, caché de la ville de Casablanca. Là, je suis concepteur. Je tiens à faire un débrief aujourd'hui de ma vidéo sur les statistiques casablancaises. C'est le début de la célébrité. En effet, je reçois des commentaires haineux. Ce qui revient souvent, c'est « rentre chez toi ». Pourquoi tu parles de Casablanca comme ça? Eh bien très bien, j'ai pris ma voiture, je suis allé à l'aéroport. J'arrive à l'aéroport, je me fais plaquer au sol par un flic qui me dit « Oh, fin radji khoya, nta wad bled, hey, hey, oh ». Je lui ai dit « Oui, hadak chez les Benlia, walakin Instagram, galou liya, hadi hada ». Et ben du coup, on s'est posé, on a réfléchi à où est-ce que c'était chez moi. Là-bas, on n'a pas trouvé où c'était là-bas. Donc du coup, chez moi, c'était pas là-bas. Parce que chez moi, c'est ici. Et ben alors, on m'a mis donc dans l'estafette avec les menottes et on m'a ramené chez moi, à Casablanca. Il y a un style personnel, en tout cas, c'est un avis personnel, entre Paul Mirabel, Hakim Djemili et Gad Elmaleh. Ah putain. Est-ce qu'on peut concentrer ces trois personnes en vous? Parce que je pense qu'il y a une place à prendre là. Après, si t'avais dit Popek et Michel Leb, je les aime bien. Mais ils ont duré, hein, quand même. On dira tout ce qu'on voudra. Je les adore, c'est pour ça que je les cite, sinon je les citerai pas. Écoute, j'ai envie de citer aussi Romane Fraissinet, mais à titre personnel, pas que... Au niveau des goûts. Absolument, que j'ai eu la chance de rencontrer hier soir, donc c'était quand même... Au Paname ou au Fridge? Au Paname, en tant que spectateur, effectivement. Et écoute, c'est des influences complètement éclatées pour le coup. Du coup, il y a vraiment... c'est vrai, t'as bien choisi. Gad Elmaleh, bien évidemment. Il n'y a personne aujourd'hui au Maroc qui monte sur scène et qui ne pense pas à Gad, forcément.
Moi, je côtoie des futurs excellents humoristes au Maroc, marocains, musulmans, qui pensent à Gad en référentiel très très souvent. Et j'ai vu aussi Hakim Djemili au Maroc il y a quelques temps qui était excellent. Vous faites le choix d'un humour de situation, si je puis dire, pas d'un humour politique. Comment ça se passe aujourd'hui au Maroc dans l'humour? Parce que nous, on considère et on constate surtout aujourd'hui en France beaucoup d'humoristes qui sont tentés de faire de la politique, de parler du conflit, notamment de ce qui se passe en Israël et avec le regard du Maroc justement. Est-ce que c'est comme ça vraiment là-bas ou c'est différent? Alors au Maroc, on a une chance inouïe. Déjà, c'est un des seuls pays, maintenant je dis bien au monde, à avoir une solidarité des Marocains, toutes religions confondues. Et à titre d'exemple très concret, le Shabbat, il y a littéralement des dizaines de gens qui sortent des synagogues avec des kippas sur la tête dans la rue. Pas des casquettes, des kippas, je dis bien. Et il n'y a aucun problème. Donc il y a une forme de respect qui est finalement séculaire. Ça existe depuis des années et on a vraiment de la chance parce que malheureusement, en Europe, c'est mal barré. Ça n'empêche pas pour autant ce langage très fleuri. Je profite de ce moment de calme pour faire un top 3 des meilleures insultes entendues en ce moment à Casablanca. En numéro 3, l'incroyable Layatek Boissel Foumouk, qui veut quand même dire que Dieu te donne des hémorroïdes dans la bouche. C'est quand même pas très très cool. Numéro 2, Execo, Toz. Classique et néanmoins très mignon. Toz, si quelqu'un a la traduction littérale, je veux bien car je ne l'ai jamais su. Numéro 2, donc, Execo, le très mignon. Sertnes al-Moussur, qui veut dire va dormir, espèce de sale. Entendu ce matin à 10h49, angle boulevard d'Anfa et Zertouni après un feu rouge brûlé. Et en première position, on reste dans le très très classique Sirt al-Wuld, qui veut dire va donc bien te faire, espèce de fils du péché. Je vais encore me faire assurer dans les commentaires. Je ne sais toujours pas pourquoi. Alors on se doute un petit peu pourquoi quand même, Kevin Fall. Écoute, finalement non, j'ai pas eu justement d'insultes dans les commentaires. Il y a eu que des gens qui ont été tentés de dire attends, t'oublies celle-là quand même. Oui, non mais plein bien sûr, mais j'ai 4 ou 5 saisons de ça, hein. Ça c'est le premier. Mais alors par contre, je suis très ravi d'avoir des commentaires haineux. C'est vraiment comme je dis dans mon passage, enfin sur Instagram, c'est le début. Pour moi, c'est le début du succès. Je lis pas beaucoup, je zappe. Mais je laisse tout et je vais pas censurer, mais j'adore ça. Kevin, vous êtes de passage à Paris et j'en suis ravie pour une formation au cours Florent que vous manquez pour nous aujourd'hui, je tiens à le dire. Vous venez de jouer. Je leur ai menti, hein, c'est pas beau. Aïe, aïe, aïe. Alors à eux, pour le coup, je leur ai dit vraiment que j'avais une radio et c'est vraiment médical. J'ai fait un bordel. S'ils sont en train de nous écouter, attention. Vous venez de jouer au Paname Art Café, au Fridge. Comment ça s'est passé? Quel accueil vous avez reçu? Alors le Paname c'était full. J'ai eu 10 personnes. C'est toujours blindé, il s'avère que le Paname j'ai beaucoup de c'est chance un lieu. Parce que au Paname c'était full, c'était 12h30 parce que les gens en fait ils viennent à toutes les heures. Ils viennent à toutes les heures, ouais. mais c'est surtout le brunch. Et à partir de 40 ans, on a juste envie d'une chose, c'est de manger et de rigoler. Donc c'est vraiment le truc parfait. Et au Fridge, faut dire que faut dire les choses. Je suis quand même débutant sur la scène. Donc du coup, au Fridge, c'était les open mic. J'ai eu 5 minutes, j'étais très content. J'ai fait venir la moitié de ma famille de Paris, donc ils étaient 452. Mais ça s'est très bien passé. Déjà, je suis très ravi d'être là parce que c'est quand même ma première radio. Mais je suis déçu parce qu'à l'accueil, pas de thé, pas de corne de gazelle, Radio J, tout ça, rien du tout, rien. Kevin Fall, merci beaucoup. Je voudrais donner une date pour ceux qui passent par Casablanca au Comedy Club. Vous serez à Casa pour une première partie le 24 avril. Oui, absolument. Donc on note précieusement cette date. Puisque vous êtes à l'antenne avec nous, il y a un coup de pouce à faire potentiel parce que coup de cœur dit coup de pouce dans cette émission. Il y a une petite demande, c'est vous qui désirez. Est-ce que vous cherchez des auteurs par exemple pour vous aider? Alors je ne cherche pas d'auteurs pour m'aider, mais je veux bien faire le contraire. Ça, je cherche des gens qui veulent bien des auteurs, voilà.
Et ben ça, c'est lancé. On pourra peut-être vous aider. Merci beaucoup, Kevin, d'avoir été notre coup de cœur sur Radio J. Le jour où vous percez, vous vous souviendrez que vos premiers pas, c'était. Bien sûr. Merci, Madame Cohen. Je vais dire Madame Cohen, ça me fait penser à la directrice d'école de mes enfants, c'est rigolo. Merci beaucoup, Kevin Fall, à retrouver sur Instagram. Kevin, plus loin, FHAL. Et pour la pâtisserie, on la donne quand même, c'est Madame Fall, parce que c'est une institution pour moi qui suis venue à Casa. Et vous êtes venu il n'y a pas longtemps, Cyril. Exceptionnel. Voilà cette pâtisserie. Kevin va donner l'adresse. Voilà, il faut la donner. C'est collé à la synagogue la plus connue de Casa, qui est le temple Bethel. Ah, c'est là-bas. Ouais. Oh putain, il faut acheter un billet d'avion Casa et tout. Je pensais que c'était. Oui, je suis allé. Ouais, j'ai pensé que c'était ici à Paris. Je suis déçu. Mais ça va peut-être donner des idées. Mais t'aurais pu ramener quelque chose. Tu dis qu'ici il n'y a rien, mais après tu ramènes rien. Non, mais franchement, je suis déçu. Non, mais ils sont à Paris, dispo dans quelques boutiques. Ah oui. Dans des endroits judéo-centrés, mais. Vous voulez pas développer à Paris? C'est un projet. Voilà. C'est un projet, on va réfléchir. Il faut bien manger quand on fait du stand-up. On peut en parler tous les deux. Merci beaucoup, Kevin Fall, d'avoir été notre coup de cœur du jour sur Radio J. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Crise de rire, parce que depuis qu'on s'est rencontrés, d'abord sur les fauteuils et maintenant, eh bien, je suis pleine d'émotions. Et à quel point vous portez l'émotion. Alors, tout le monde ne va peut-être pas vous voir à l'image, mais sur votre visage, des expressions de l'enfance sont là très souvent et reprennent ce que vous avez dit depuis le début, joyeux et triste, parfois un peu d'inquiétude. Donc oui, j'ai été émue. On va quand même dire, Véronique Zana, pour vous introduire quand même à nos auditeurs qui n'ont pas bien compris que vous prenez la main, que comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Agustine ne le savait pas aujourd'hui. Et donc votre portrait, quelque part, la synthèse de ce qu'on s'est dit aujourd'hui est dans le regard de notre experte de la situation qui est Véronique Zana. Donc bonjour Véronique. Ça met la pression. Bonjour Cyrielle, et donc vous l'avez bien compris à quel point je suis émue et ça fait mettre les choses un petit peu dans tous les sens. Donc ce côté de l'enfant, il s'entend vraiment très fort et je me dis que dans les 3 mots que vous avez donnés, enfant, travailleur, gentil, que j'ai entendu comme cette attention à l'autre, on pourrait rajouter force avec tout ce que vous avez traversé. Et déjà, arriver quelque part et avoir cette mission de rendre heureux cet enfant arc-en-ciel, comme vous le dites, à quel point c'est lourd et à quel point ça peut aussi orienter la vie dans ce côté de joie, dans ce qu'on peut, la mission qu'on s'impute, et puis les événements extérieurs font que parfois on peut pas tout tenir et quand il y a séparation, décès, eh bien on n'est pas capable de fournir peut-être ce qui est attendu. Je me disais aussi qu'une de vos spécialités, ça pourrait être aussi la sublimation. Alors on dit que la sublimation, c'est un mouvement. Et vous êtes quelqu'un quand même qui bouge beaucoup, et pas que dans la danse, dans l'ensemble des univers que vous avez fréquentés, dans le fait d'être capable aussi de bouger d'un pays à l'autre. Dans cette particularité de l'image, dans ce que vous avez tourné, dans cette capacité de choper les projets qui peuvent se présenter. D'ailleurs, le projet, c'est vraiment l'essence du mouvement. Et ça, c'est quelque chose qui vous anime. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est la place de la voix dans votre vie. Et vous avez dit à plusieurs reprises que l'histoire des mots n'était pas forcément tout de suite ce qui vous orientait, mais c'est le geste. Et le geste, c'est l'avant des mots. Et j'étais encore touchée, je crois que ça va être mon mot-clé avec vous aujourd'hui, quand vous avez parlé de cette rencontre avec Shakespeare et qu'en fait, ce qui vous a animé, c'est l'alexandrin. Et l'alexandrin, c'est déjà porteur d'une mélodie. Donc vous êtes vraiment dans cette sensibilité aux notes qui sont l'avant des mots. Et ça, je trouve que c'est vraiment une force de pouvoir tourner autour de ça. Et votre terme, c'était devenir moteur. Et nous revoilà à nouveau dans l'action. Donc, vous n'êtes vraiment pas quelqu'un qui, aujourd'hui, avait encore découvert peut-être la lenteur ou le fait de se poser un peu et de regarder. Mais très bien, ça laisse des choses pour arriver découvrir. Absolument un peu plus tard. Alors, la notion de se réinventer, bien sûr, vous n'avez pas arrêté de le prouver. À mon avis, c'est pas fini.
mais pour se faire aimer. Et justement, j'avais envie de vous poser une petite question sur votre mère. Parce que souvent, on trouve que c'est naturel d'être le fils de sa mère. Mais en quoi êtes-vous le fils de votre mère? Qu'est-ce qu'elle vous a transmis finalement? Beaucoup de valeurs. Le valeur de l'effort. Le valeur de bien choisir ses amis. De bien s'entourer. La valeur de... Voilà, surtout la valeur de l'effort, la valeur de l'inclusion. J'ai eu la chance d'avoir mon père et ma mère, ils sont tous les deux des profs. Ma mère, elle est déjà à la retraite, mais elle a été prof des enfants pour des besoins spéciaux, autistes, trisomiques, dans des écoles où il y avait beaucoup de familles gitanes, où vivaient d'une façon un peu difficile. Et tout ça, j'ai vécu ça, j'ai bu ça depuis toute mon enfance et j'étais très sensibilisé à l'altérité, à la différence, aux petites communautés. Et voilà, je suis très sensible à tout ça. Voilà. Donc, et alors, je voulais juste terminer sur ce qui vraiment dit la force. C'est ce moment où vous dites, vous êtes planté d'un agent, de quelque chose qui ne va pas. Mais à quel point c'est à ce moment-là que vous avez pris votre anticipation et vous êtes reparti sur vos projets. Donc, bien sûr, tout se joue dans l'enfance, mais surtout, les coups du sort, on sait en faire quelque chose. Alors, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Véronique Zona, notre psychanalyste, c'est très que touchant. l'on retrouve aujourd'hui sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Agustin Galiana, pour votre nouvel album Enamorado. Merci pour cet échange. Un tout petit mot de la fin qui vous revient. Mon album il est là, tu vois, j'entends la chanson, on était dans un moment très intime et j'entends la chanson, ça me remplit d'énergie, ça me remplit de joie et d'amour et voilà, j'espère que ça va faire le même effet aux auditeurs. Eh bien, on le souhaite. En tout cas, c'est le cas aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Merci à l'artiste humoriste Kevin Fall d'avoir été mon coup de cœur du jour sur Radio J. À suivre sur Instagram, Kevin Fall, et pour la pâtisserie, petit clin d'œil, Madame Fall. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud. Merci beaucoup à Annabelle Guiraud d'avoir été avec nous aujourd'hui à la chronique. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et rendez-vous demain dès 15h avec mon invité Johan Sfar pour sa BD Nous vivrons, une enquête dessinée sur l'avenir des Juifs, sortie aux éditions Les Arènes. À demain. Belle journée à tous sur Radio J.